Dans cette vidéo, il s'agit d'apporter des éléments de réflexion, mais aussi des pistes concrètes pour gérer le double niveau, spécifiquement en mathématiques, et sur la deuxième partie de vidéo, dans le cadre de MHM. Il faut savoir qu'environ 49% des élèves, je crois, sont scolarisés dans une classe à multiniveau en France. Donc ça concerne beaucoup d'enseignants. Alors d'abord, je vais partager quelques réflexions. La première réflexion, c'est tout ce qui touche à la différence avec le cours simple. En effet, enseigner dans une classe à double niveau, et a fortiori avec 2, 3, 4, 5 niveaux, c'est pas aussi simple qu'enseigner dans une classe à niveau unique. Ce serait un mensonge de le dire. Et même si certains invoquent que ce serait pareil, parce que oui, mais dans ma classe de CP, il y a beaucoup d'hétérogénéité, j'ai tel profil, il n'empêche que dans la classe à double niveau, je réunis des élèves avec des écarts d'âge, que le cours simple n'a pas. Et ces écarts d'âge renforcent l'hétérogénéité, impactent le niveau d'engagement des élèves. Les habitudes scolaires ne sont pas les mêmes non plus, puisqu'elles sont basées sur ce qu'ils ont vécu l'année précédente. Donc si je prends l'exemple d'un CP-CE1, on aura en début d'année des élèves qui sortent de l'école maternelle avec des habitudes d'école maternelle et des élèves de CE1 qui ont déjà connu une année d'adaptation au fonctionnement de l'élémentaire. La deuxième réflexion, c'est tout ce qui touche aux disparités dans la mise en œuvre sur le terrain. En effet, un double niveau ne correspond pas à un autre. Comment peut-on comparer réellement un CP-CE1 avec 4 élèves de CP et 20 élèves de C20 et un CP-CE1 avec 12 élèves dans chaque niveau? Sans parler du profil des élèves. Vous pouvez avoir des élèves lecteurs, non lecteurs en C20, vous pouvez avoir des élèves plus ou moins autonomes, comment le double cours a été constitué dans le cadre de la répartition des élèves dans les classes, quel est le nombre d'élèves avec des profils à besoins éducatifs particuliers, etc. C'est pour ça qu'il est difficile de créer une méthode qui serait fonctionnelle pour n'importe quelle classe à double niveau. MHM crée un contexte, un cadre qui permet de s'adapter le plus possible à la diversité du terrain, mais il n'y a pas de méthode miracle. Le troisième point, c'est qu'enseigner en double cours demande une autre gestion du temps et surtout de l'autonomie des élèves. En effet, les élèves vont être plus souvent seuls pendant un temps plus long, pendant que l'enseignant explicite prend le temps avec un apprentissage spécifique à un niveau donné. Et ces temps sans accompagnement de l'adulte sont évidemment problématiques pour les élèves les plus en difficulté. Donc il y a un enjeu de ce côté-là. Et puis enfin les programmes, il faut dire les choses, les programmes demandent d'enseigner la même chose à tous les élèves. Les programmes font un peu comme si qu'enseigner en cours simple ou en cours double ou triple serait la même chose. C'est un principe de base qui du coup se confronte à la réalité. On ne peut pas être aussi disponible dans un cours à multiniveau avec des programmes différents que dans un cours unique. Ça nous semble trompeur de croire qu'on pourrait enseigner la totalité du programme avec la même qualité dans un cours simple ou dans un cours double en y consacrant le même temps. Enseigner en double niveau, c'est donc un véritable défi. Un défi qu'on peut relever en mettant en œuvre des stratégies spécifiques et en s'adaptant en permanence aux besoins des élèves. Ces stratégies sont de façon générale la différenciation pédagogique, la mise en place de groupes de besoins, d'autres modalités d'apprentissage comme les ateliers dont nous reparlerons tout à l'heure, le recours à des outils numériques, une réflexion évidente sur l'emploi du temps, la programmation des apprentissages, etc. Une gestion simple entre guillemets serait de faire la même chose avec tous les élèves. Autant on pourrait l'imaginer sur une partie de l'année sur certains champs disciplinaires comme le PS ou la musique, autant c'est extrêmement difficile en mathématiques ou en maîtrise de la langue. MHM tente donc d'offrir une réponse pragmatique, sans fausses promesses. Il faut être honnête, cela reste parfois difficile à gérer, cela va vous demander des adaptations que vous allez devoir faire selon le contexte de votre classe et la réalité qui est la vôtre. Et parfois, il va être compliqué de laisser un élève et un niveau entier en autonomie. On va donc faire un point sur l'autonomie, parce que c'est un point crucial dans la gestion de double niveau. L'autonomie en double cours. L'autonomie, c'est un enjeu fondamental. Par autonomie, on entend la capacité d'un élève à effectuer certaines tâches de manière indépendante, seul, une fois que la consigne a pu être passée, mais seul ensuite, c'est-à-dire sans adulte. En mathématiques, ça correspond à plusieurs choses. Par exemple, au fait de gérer tout seul le matériel qui est nécessaire à la réalisation d'une tâche donnée, au fait de lire et de comprendre une consigne, au fait de réaliser un exercice, d'aller jusqu'au bout, d'être engagé jusqu'à la fin de l'exercice, au fait d'avoir des moyens pour se corriger, pour vérifier la justesse de sa réponse. Ça demande aussi d'être capable de travailler à plusieurs,
en coopération, voire de travailler à plusieurs, chacun étant sur une tâche individuelle, de répondre à une question de recherche, etc. Pour que tout cela soit possible, il faut que l'environnement soit propice, c'est-à-dire un espace de classe bien organisé, les matériels et rangements facilement accessibles. Ça demande surtout de développer chez les élèves la capacité d'initiative, qui se travaille de façon transversale sur la classe, la confiance en soi et la motivation. Alors comment MHM favorise la gestion du double niveau? Ça a été, il y a 10 ans déjà, une des premières réflexions, c'est comment créer un outil qui permette d'avoir cette question-là en tête, de pouvoir favoriser le double niveau. Alors, ça passe par plusieurs choses. Le fait d'avoir une organisation des séances qui est constante, c'est-à-dire que chaque jour de l'année, chaque jour de chaque année dans MHM, les élèves ont le même type de séances, rythmées en 4 temps, qui sont clairement identifiables par les élèves. Cette ritualisation du fonctionnement est rassurante et c'est un appui pour l'autonomie des élèves. Ça permet d'installer des habitudes dans le temps. C'est aussi dans le cadre de la conception des supports. Cette conception elle a été pensée, notamment par les mini-fichiers, le fait que les mini-fichiers aient une présentation, un fonctionnement similaire d'une année à l'autre, le fait que les consignes soient présentées de la même façon, ça permet aux élèves de s'intégrer plus rapidement dans la tâche. Tout a été pensé dans l'idée de permettre à l'élève de s'engager en autonomie. Conception des séances qui permet de faire en même temps. Une partie des séances, je pense au rituel, au calcul mental, à la résolution de problèmes, sont conçues aussi pour se dire qu'on pourrait les gérer avec les deux niveaux en même temps, en passant une consigne similaire à chacun des niveaux et en gérant un niveau après l'autre, sous une forme d'échange, de ping-pong, d'alternance, avec l'aide sur la nouvelle édition de MHM des diaporamas partagés qui vont pouvoir faciliter cela. Et puis on a des séances au déroulé similaire, c'est-à-dire qu'on a des séances, je pense aux séances d'apprentissage en particulier, où on va travailler un petit peu, où la tâche donnée aux élèves va être assez proche et on va jouer sur des variables didactiques pour permettre à ce que les élèves, par exemple de CP et de CE1, s'y retrouvent en termes d'apprentissage. Donc dans le guide double cours, les temps de séance, rituels, calcul mental, résolution de problèmes sont souvent gérables avec les deux niveaux en même temps. Pour les temps d'apprentissage, ça dépend des séances, et puis on va voir un petit peu plus tard comment on peut faire évoluer ça si besoin. Alors quels sont les principes pour gérer le double niveau? Là, je prends l'exemple en particulier du CP-CE1. D'abord, gérer le double niveau, ça nécessite patience et bienveillance. Les principes pédagogiques qu'on a décrits dans l'introduction de la méthode sont particulièrement vrais et encore plus impactants. Et puis un choix s'impose au regard des réflexions qu'on a posées précédemment, c'est la question du temps. Du temps et de l'emploi du temps. Dans les versions simple niveau, MHM prévoit 4h40 de mathématiques par semaine sous la forme de 4 temps d'1h10. Je pense qu'il faut en double cours assumer clairement un choix qui est d'inscrire 5 heures dans l'emploi du temps. Comme je l'ai déjà dit, gérer le double cours va demander plus de temps, ne serait-ce qu'en termes de gestion, de régulation, d'aménagement matériel. Il faut donc assumer clairement de consacrer 5 heures aux mathématiques. 5 heures pleines, pas 5 heures qui sont grignotées par un temps d'accueil, par une récréation. 5 heures pleines, et je dirais la même chose en français, d'assumer de consacrer un temps aux fondamentaux. Je vois du mal qui irait vous reprocher de consacrer ce temps aux fondamentaux, pour se donner pleinement toutes les conditions de réussite dans ces apprentissages. Ça va donner de la souplesse, ça va permettre de se déstresser sur cette question-là. Il faut ensuite organiser l'espace. Est-ce que l'espace classe est suffisamment propice? Alors, certains vont s'imaginer des choses délirantes, pas du tout. Il s'agit juste d'avoir une classe, quelle que soit sa taille, son volume, où on peut circuler facilement. Une classe où le matériel est facilement accessible, dans des rangements bien identifiés. C'est pour ça que dans MHM, on parle de coin maths. Et éventuellement, est-ce qu'il y a un espace de travail qui est dédié, c'est-à-dire un tableau pour un niveau spécifique. Ça peut être un tableau déplaçable, on a des tableaux blancs qui font 1 mètre de large, ça peut suffire pour écrire une consigne, donner une explication. Ça demande d'impliquer les élèves dans la gestion du temps, leur apprendre à travailler sur un timing donné. Ça s'apprend avec l'expérience. On va d'abord leur donner accès à un chronomètre, vidéo projetée, un timer, un minuteur, etc. Et on va strictement respecter les timings. Et même si les premiers temps, ça génère la frustration, parce que parfois une tâche n'aura pas été finie, l'expérience montre qu'en s'y tenant, les élèves s'adaptent rapidement. Par exemple, si une activité commence à l'ardoise, elle commence tout de suite.
pas au bout de 5-6 minutes quand tout le monde a enfin sorti son ardoise et son crayon, son feu de sacré. C'est l'enseignant qui, pour moi, met le tempo, ce ne sont pas les élèves. Si on leur donne du temps, ils vont prendre le temps, et plus on leur en donne, plus ils vont en prendre. Donc, il est important de gérer ce temps et de le gérer avec eux, de poser un cadre qui est clair. Un point qui est vrai dans la méthode de base, qui est vrai dans un enseignement explicite, c'est de donner des explications claires et concises. C'est encore plus vrai en double niveau. On ne peut pas s'étendre, discuter, surétayer, au risque de perdre une partie de la classe. Il est donc important de développer ce geste professionnel qui pour moi est fondamental. C'est cette capacité à être clair, concis et à dire les choses en peu de mots. On va aussi installer des routines de fonctionnement. Il est important d'accompagner les élèves dans l'autonomie. L'autonomie, ça s'apprend, ça ne se décrète pas. Ça passe par des routines autour de tout ce qui pourrait faire perdre du temps ou de l'efficacité. Je pense à la gestion de l'espace, comment on travaille à 2, comment on travaille à 3, est-ce qu'il faut déplacer des chaises, déplacer des tables, comment est géré le matériel, où est-ce qu'il est rangé, où est-ce qu'on le prend. Et puis la gestion des consignes. En MHM, on utilise le mot de la consigne est toujours en gras, par exemple, pour l'identifier plus clairement. On peut aussi associer éventuellement des pictos pour certains élèves. Donc tout ça est à mettre en place rapidement au sein de la classe. Pour l'enseignant, ça demande une observation des élèves encore plus fine. Il est important de repérer l'engagement des élèves, leur niveau de compréhension d'une tâche, et puis d'adapter ses interventions en conséquence. Et enfin, d'impliquer les élèves. Moi, je pense qu'il faut les impliquer, leur donner un rôle, s'inspirer de tout ce que la pédagogie coopérative a de meilleur à nous apporter. On verra sur les ateliers, on peut imaginer d'attribuer des rôles à certains élèves, de secrétaires, de gestionnaires du temps, etc. Gestionnaire du matériel. Alors la gestion des apprentissages en 2 niveaux, on va rester sur 2 niveaux là pour faire un petit peu simple. Il y a pour moi 2 options. On travaille sur 2 temps séparés, alors c'est la version simple, hein. Je suis avec un niveau pendant que l'autre est en autonomie. L'avantage c'est que c'est simple à organiser, entre guillemets, pour le niveau avec lequel je travaille. Ça l'est moins pour le niveau qui est en autonomie parce que ça va dépendre du temps pendant lequel je leur demande d'être autonomes. Donc c'est intenable sur de longs horaires. Ça oblige à avoir des activités autonomes qui sont importantes, qui sont bien régulées. Donc c'est pas forcément simple. L'option 2, c'est de faire en même temps. Alors dans MHM, les temps rituels, calcul mental, résolution de problèmes permettent le plus souvent de travailler avec les 2 niveaux en même temps, grâce au diaporama partagé. C'est pas simple, ça peut être difficile selon votre configuration de classe. Mais on peut aussi mettre plusieurs techniques en œuvre pour faciliter la gestion. Utiliser des outils numériques. Moi, je trouve qu'il y a plein d'outils numériques. Il existe des ardoises enregistreuses, des pinces enregistreuses, tous ces petits outils hyper ergonomiques pour enregistrer 10 secondes, 30 secondes d'oral, ça permet d'enregistrer la consigne en même temps que je la donne, et puis de la donner, de la rendre accessible aux élèves s'ils ont besoin de la réécouter. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, que j'ai vu fonctionner en classe, qui est extrêmement efficace. On peut demander à un élève de gérer la tâche de son niveau, avoir un élève qui est chef de groupe, entre guillemets, qui gère le diaporama en calcul mental, qui interroge ses camarades. C'est une posture qui s'apprend, qui est formatrice aussi pour l'élève qui gère, qui est formatrice aussi pour les élèves, pendant que l'enseignant, il se consacre à 90%, 95% à l'autre niveau. Et puis on peut aussi travailler sous forme d'ateliers tournants, notamment pour les temps d'apprentissage, avec les adaptations que ça demande. Donc je vais préciser un peu cette question de la gestion des ateliers. Les ateliers, quand je mets des élèves en atelier, ça signifie quand même qu'ils ont moins de présence de l'adulte. Alors, il y a plusieurs façons de gérer les ateliers. Est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je me mets sur un atelier spécifique et les autres sont autonomes? Ou est-ce que je me mets dans une espèce de format volant où je circule d'un atelier à l'autre avec une vision globale? Je pense que c'est un choix qu'il faut faire selon vos habitudes, selon les habitudes de la classe, selon le contenu même pédagogique des ateliers. Donc ça va dépendre clairement de ce qui se passe. Ensuite, pour mieux gérer les ateliers, je pense qu'il y a besoin d'avoir des supports pour guider. Ça peut aider les élèves, ça peut les accompagner, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'ils ne vont pas forcément se souvenir de toutes les consignes. Des supports qu'on présente en début de semaine, par exemple. Là, je vais mettre en ligne sur le site cet exemple de fiche, voilà, pour ceux qui voudraient travailler en double cours en atelier, avec ce que je vais apprendre. Je trouve important de rappeler l'objectif dans le cadre d'une pédagogie
explicite. Le matériel dont j'ai besoin, qui est clairement identifié avec des mots. Là, ça pourrait être juste des petites icônes, des pictos, des photos du matériel. Avec une démarche. D'abord, on regarde ce qu'on va apprendre, on prépare le matériel, et ensuite, on a une hiérarchisation des consignes. Là, à nouveau, des pictos. Quand je mets 3 bonhommes, ça signifie que c'est un travail qui se fait à 2 ou à 3. Et quand il y a un petit bonhomme tout seul, ça veut dire que c'est un travail qui est individuel. Et puis à la fin, un picto horloge qui signifie qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai fini et s'il reste du temps. Ce genre de support, vous pouvez avoir votre propre support évidemment, mais ça peut permettre d'accompagner les élèves. Et on va me dire oui, mais ils ne sont pas lecteurs en CP. Je reviens à mes outils d'enregistrement numérique, et j'enregistre ces consignes. Ou je fais un tutorat, CP, CE1, où je m'appuie sur les mots-clés qui seront rapidement connus et que les élèves sauront lire. Alors évidemment, quelque part en classe, j'ai pas mis de photo, mais il faut un tableau de roulement, comprendre quel atelier tourne à quel moment. On va en voir après les exemples. Et puis peut-être d'attribuer des rôles dans l'atelier. Là, je vous mets quelques exemples de fiches qui seront aussi accessibles en ligne. Avoir juste entre guillemets le rôle d'élève, je suis attentif, j'écoute les consignes. Un chef d'atelier qui fait respecter les tâches à faire, qui pourrait être responsable de la fiche consigne que je viens de vous montrer. Ça pourrait être lui qui est en charge d'échanger avec l'adulte. Ça permet d'éviter d'être sollicité par maîtresse dans tous les sens. On pourrait avoir un secrétaire sur certains ateliers où il y a une trace collective à construire. Et puis je pense qu'un gardien du temps, c'est important. Un élève qui rappelle toutes les 5 minutes le temps restant, avec une horloge, avec des sabliers. On a des sabliers avec des durées extrêmement variables qui existent. Donc mettre en place ces outils, apprendre aux élèves au début de l'année comment ils fonctionnent, les accompagner fortement au début d'année pour après leur permettre d'être autonomes sur cette gestion. Alors sur l'organisation des ateliers, donc ça dépend comment votre double niveau est organisé, qu'il soit homogène, déséquilibré. J'ai même mis un exemple sur un triple niveau. Donc là, c'est une question de répartition de classe. Pour moi, il n'y a pas forcément de grands enjeux. Je vous donne un exemple que j'ai construit avec une enseignante. Voilà. Une classe de CP CE1 à 23 élèves, 16 CP, 7 CE1. Il y a un groupe A avec 5 élèves de CP, un groupe B avec 5 élèves de CP, un groupe C avec 6 élèves de CP. Donc je me retrouve avec 3 groupes de CP et puis un unique groupe de CE1 avec 7 élèves. Si jamais il y a une tâche qui demande à travailler par 3 ou par 4, ce groupe D sera sous-scindé en 2 groupes. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit vous poser problème. Donc on reste sur 4 groupes et puis sur lesquels j'organise des rotations. Donc mes 4 groupes à gauche, S1, S2, S3, S4 correspondent à séance 1, séance 2, séance 3, séance 4 de la semaine. Donc ça peut être lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis mon groupe A, il va faire l'atelier 1 de CP. Le groupe 2 va faire l'atelier 2 de CP. Le groupe C va faire l'atelier 3 de CP. Et le groupe D va commencer par l'atelier 4 de CE1. Et là, dans la conception des ateliers, s'il y a un ordre précis, si par exemple l'atelier 2 doit être fait avant le 4, eh bien peut-être que j'intervertis les numéros d'atelier pour être sûr que ça fonctionne bien pour mes CE1. Donc ça, c'est une réflexion à mener en amont. Alors pour revenir sur la gestion du double niveau, concrètement dans MHM, donc soit on gère les 2 niveaux en même temps, donc dans le guide actuellement, je rappelle, qui est un document de travail, qui n'est pas un outil fini. Alors ça se présente en général avec sur la largeur de la page, avec des consignes similaires et des consignes différenciées, juste avec marqué CP, CE1. On peut différencier les tâches, donc là pareil, un exemple tiré du guide. Donc là j'ai créé 2 colonnes. Implicitement, la colonne de gauche correspond au CP et la colonne de droite correspond au C20, donc avec une proposition où là effectivement il va falloir jongler d'un groupe à l'autre. Peut-être sur les CP mettre un élève responsable qui va gérer, peut-être avoir préenregistré une consigne. Ça, ce sera à vous d'adapter selon le contexte, selon les besoins, selon la tâche donnée. Voilà, on peut avoir un autre exemple en calcul mental, où là, effectivement, dans le guide, j'ai incité à considérer que la partie CP était totalement autonome, sous réserve que les élèves sont capables juste de cliquer sur le diaporama et de suivre la consigne, et puis ce qui permet à l'enseignant d'être beaucoup plus présent avec les CE1, parce que là, sur cette tâche, il y a besoin d'expliciter plus de choses et de rappeler du vocabulaire. Et puis la partie la plus délicate, c'est la question des temps d'apprentissage. Alors actuellement, dans le guide double niveau, c'est rédigé en 2 colonnes, à gauche CP, toujours à droite CE1, et les tâches
qui en timing, qui sont à peu près équivalentes, sont mises les unes en face de l'autre. C'est pour ça que des fois il y a des grands trous. C'est pour essayer de mettre en face. Et puis on peut essayer de transformer ça en atelier. Si je reprends, là ça va être la séance 13 de CP. En transformant en atelier, forcément, je vais transformer le rôle de chacun. Si c'est un atelier guidé, je suis exactement ce qui était prévu dans la leçon. Si j'ai besoin, moi, dans mon fonctionnement, que cet atelier soit autonome, forcément, je change une partie de la tâche. Et donc, effectivement, c'est pas la même chose qu'en cours simple. C'est une évidence, mais ça a besoin d'être rappelé. Donc là, dans le début de cette séance, il s'agissait de distribuer le cahier de leçon, d'expliquer aux élèves ce que c'était. S'ils sont autonomes, eh bien je change. Je leur demande de travailler collectivement, de découvrir le cahier de leçon. Ils vont le feuilleter, hein, ça va être rapide en plus. D'écrire leur prénom et de discuter de ce qu'ils voient dedans. Tout simplement. Je pourrais même ajouter un timing, leur mettre 3 minutes pour ça. Ça peut être intéressant sur les ateliers d'associer un timing à chaque consigne de ce type-là en mettant à disposition des sabliers spécifiques. La suite de l'atelier était d'écrire le prénom et de découvrir la première leçon et d'expliciter ce qu'ils doivent mémoriser. Si l'enseignant n'est pas là, il doit faire ça tout seul. S'il doit faire ça tout seul, ça correspond à trouver la leçon 1. Trouver, il y a ce côté de comprendre implicitement comment c'est rangé dans le cahier de leçon. Et puis j'ai écrit « Comprenez ensemble tout ce que la leçon explique ». C'est une formulation comme une autre. On va me dire, ils ne sont pas lecteurs en CP. Regardez les leçons. Sur une bonne partie des leçons, on peut comprendre, discuter de ce qu'il y a à comprendre sans avoir lu. Alors, peut-être que là, on pourrait dire, tiens, moi, en tant qu'enseignant, les enfants, quand vous êtes au numéro 2, vous m'appelez et je passe et je consacre 2 minutes. Si je suis dans un format enseignant volant d'un atelier à l'autre. Ça pourrait être aussi une consigne qu'on ajoute, juste un code, un picto supplémentaire, la tête de la maîtresse. La suite de cette tâche d'apprentissage, c'était de réaliser 3 exercices dans le livre des nombres, qui correspondent à quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été travaillé, des fleurs numériques et des décompositions des nombres, que je transforme en fait les exercices 6, 7, 8 et 9 dans le mini-fichier. Ils sont forcément confrontés à davantage d'autonomie. Forcément, il n'y a pas l'adulte qui va leur rappeler qu'est-ce qu'on attend d'eux à la consigne de chaque exercice. Forcément, ils vont devoir passer d'un exercice à l'autre en autonomie, en estimant, tiens, j'ai fini, j'ai fait ce qu'il fallait faire ou pas. Je pourrais accompagner cela de faites vérifier l'exercice par votre voisin, mais en début d'année en CP, ça me semble encore difficile, mais viser ce genre de choses plus tard dans l'année n'est pas du tout illusoire. Et puis sur cette séance d'apprentissage, à la fin, il y avait plusieurs possibilités s'il reste du temps ensuite, parce que d'une classe à l'autre, cette séance peut prendre plus ou moins de temps. Il y avait plusieurs possibilités. Si je suis en atelier, je pense qu'il faut imposer un choix. Donc j'adapte la séance. Et là, c'est écrire chaque chiffre 3 fois dans le cahier de maths. C'est un temps d'écriture. On est là normalement sur la 3 ou 4e semaine de classe selon comment vous avez organisé la programmation. Ils ont déjà eu des séances d'écriture. Donc ils commencent déjà à avoir des premiers automatismes. Donc je les mets en écriture et puis je viendrai contrôler. Voilà un petit peu pour ce point sur le fonctionnement du double niveau. Comme d'habitude, les outils seront en ligne. Là, je vous remets la fiche dans son intégralité. Les outils seront accessibles sur le site, dans leur version modifiable pour les fiches ateliers. Et puis, il y a un webinaire prochainement où on pourra réaborder toutes ces questions-là. Et enfin, voilà, des questions, toujours les mêmes outils à votre disposition. Le site web, les vidéos, les webinaires, le mail et les comptes Instagram et Twitter. Merci à vous pour votre attention.